Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Le plaisir est tellement grand, vous nous avez toujours fait confiance. Par ici, nous recevons des grandes figures qui analysent, qui commentent, qui critiquent et qui, même à la limite, débattent de grandes questions qui font la une au pays. Ce jour, nous recevons l'une de ces grandes figures. Il s'agit de Marcel Panzou, cadre de l'UDPS Kibassa, parti cher au ministre de Poste et Télécommunications numériques, Augustin Kibassa Maliba. Mais Marcel Panzou est également ambassadeur de la paix. Il est l'invité de ce jour. Avec lui, nous allons analyser l'accord de paix de Washington, la déclaration de principe de Doha. Et entre les lignes, nous parlerons du dialogue inclusif national tant voulu par plusieurs observateurs. C'est avec lui que nous allons décortiquer ces grandes lignes. Marcel Panzou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi pour cet honneur que Merci vous faites pour à ma modeste personne et l'occasion aussi de saluer, exprimer ma fraternité, j'allais même dire mon compatriotisme à l'endroit de tous ceux-là qui ont l'occasion de nous suivre à ces moments précis. Merci pour votre disponibilité. Merci. Accord de paix de Washington. Personnellement, comment avez-vous fait lecture de ces documents? Je crois que c'est un événement d'espoir, d'espoir pour tout un peuple. Et je crois qu'il y a plusieurs manières de combattre. Il y a la guerre avec les armes à feu, et il y a aussi une dimension de la guerre diplomatique, et tout ça, ça nous amène dans le même résultat. Mais lorsque on remporte une guerre par des voies diplomatiques, c'est beaucoup plus appréciable parce qu'il n'y a pas de perte en vies humaines. Et c'est à cela que je voulais, l'occasion faisant les larrons, saluer en tout cas cette machine diplomatique dont la République démocratique du Congo a fait usage. Parce que nous emmener juste à Washington pour se regarder en face entre États, la RDC et le Rwanda, je crois que ça n'a pas été du tout facile. Parce que, rappelez-vous, cher Kamanga, que tout processus de paix dans la partie est de la République démocratique du Congo n'enchante pas ceux qui nous lorgnent, ceux qui nous attaquent, ceux qui nous menacent. Il y a des pécheurs à nos troubles, dont le Rwanda et d'autres pays limitrophes qui regardent avec un œil de jalousie sur nos minéraux. Ils profitent de ces conflits pour pécher. Alors, lorsqu'on parle de la paix, lorsqu'on parle de la quiétude, cela ne pouvait que avantager la République démocratique du Congo, notre pays. Donc nous saluons l'aboutissement surtout, en tout cas, l'aboutissement de ces accords signés à Washington. Alors, est-ce que vous croyez à la bonne foi du Rwanda quant à l'exécution, la mise en œuvre de cet accord de paix de Washington? Je crains en tout cas toute analyse faite. Je m'adresse à vous de manière très froide. C'est-à-dire, je ne sais pas si on peut évoquer ici la bonne foi du Rwanda, parce que j'ai même envie de dire qu'il y a une contrainte pour eux. Il y a une épée de Damoclès sur la tête du Rwanda. Écoutez, il y a une réalité que je voulais partager avec l'opinion tout à l'heure. C'est que là aussi, une parenthèse que je ferme rapidement, je voulais saluer l'aspect génie de la diplomatie congolaise, parce que nous avons abordé les États-Unis en parlant des affaires, une coopération économique. Mais sachant qu'il y avait des préalables. Donc avant d'aborder cet aspect économique avec les États-Unis, il faut commencer par pacifier la partie est de la République. Donc, ces préalables nous ont ramenés à résoudre les problèmes qui nous guettaient à chaque fois avec nos voisins rwandais, pour être beaucoup plus précis. Donc, aujourd'hui, face aux intérêts entre États, vous le savez, comme tout analyste, même des trottoirs, le sait, qu'entre États, ce sont les intérêts qui priment. Donc, face à ces projets d'accord économique avec les États-Unis sont en train de voir leurs intérêts dans cet accord à venir. Donc, à ce niveau-là, pour y arriver, il faut pacifier la partie Est.
C'est à partir de là que je vous dis, est-ce que vous posez, je reviens à votre question, est-ce que la bonne foi du Rwanda, moi je me dis, est-ce qu'il est question d'évoquer la bonne foi ici, ou soit il y aura une contrainte d'un grand? Il s'agit des États-Unis d'Amérique, face à leurs intérêts, ils ne jugent pas. Donc le Rwanda sera obligé de respecter ces accords de paix, parce que c'est la paix qui va nous permettre de traiter affaires avec les États-Unis. Donc, pour nous, en tant qu'analyste, en tant que quelqu'un qui aime bien creuser, aller jusqu'au fond de l'analyse, je crois humblement que la bonne foi du Rwanda sera accompagnée d'une contrainte américaine. Alors, le Rwanda qui a toujours pris pour prétexte la présence des FDLR sur le sol congolais. Mais dans le clause, il y a des conditionnalités de part et d'autre. À la RDC, on demande par exemple de démobiliser, de désarmer les FDLR. Mais est-ce que ces prétextes que le Rwanda a toujours brandi il y a des décennies, est-ce que c'est facile aujourd'hui d'enlever ce prétexte des FDLR du côté Rwanda et enfin que la paix revienne dans la région du Grand Lac? Kamanga, vous savez, il y a une sagesse africaine qui dit que lorsque deux personnes s'aiment, il ne se cache plus de sexe. Lorsque vous avez honte de vous déshabiller dans la douche, c'est que vous n'allez pas vous laver. Vous n'avez pas envie de vous laver. C'est-à-dire aujourd'hui, le fait pour nous d'avoir comme témoin, comme parrain de cet accord, les États-Unis d'Amérique, et que nous savons la relation qui lie le Rwanda aux Américains, tout analyste de profondeur sait que le Rwanda a joué un rôle de pivot de la représentation des forces occidentales dans l'espace, dans la sous-région. Le rôle que nous avons eu à jouer hier avec le maréchal Mobutu, aujourd'hui c'est le Rwanda. Donc, nous avons affaire aux Américains. Les jets de ping-pong, les cagoules que le Rwanda a toujours portées, avec cette astuce de FDLR en RDC, des raisons de bas étage là. Ces raisons-là n'ont plus de raison d'être face aux Américains. Et puis en plus, les FDLR, dont le Rwanda a toujours soulevé comme raison de ceci, de cela, mais ce sont des gens qui se retrouvent dans la partie amputée aujourd'hui, contrôlés par l'M23, par l'AFC, qui sont des marionnettes, qui sont la partie exécutive du Rwanda sur le sol congolais. Donc, en réalité, il n'en est rien par rapport à aucune raison qui puisse tenir aujourd'hui. On ne peut pas tromper celui qui a toutes les manettes, qui a tous les instruments pour visualiser la réalité sur le terrain en face aujourd'hui. Est-ce qu'on peut tromper les Américains face à l'insécurité, aux histoires qui se passent à l'Est, au regard des matériels dont ils disposent? S'il y a un service de renseignement très très outillé au monde, c'est le service de renseignement américain. Et ces gens-là, ils savent que les raisons que vous poussiez hier là n'avaient rien, n'étaient qu'une coquille vide, il n'avait pas de contenu. Donc c'était des raisons de façade, un vrai dindon de la farce. Mais alors aujourd'hui, au regard de l'évolution sur le terrain, par exemple, les Congolais s'attendaient tout de suite au retrait de troupes rwandaises sur le sol congolais, dans les zones occupées jusqu'à ce jour. Non, écoutez, moi j'aime toujours alléguer la théorie du coq décapité. Vous savez, nous qui avons habité le village, lorsque nos grands-mères préparaient, nos mères même, c'est-à-dire on décapite les coqs, c'est le corps qui bouge. Donc ce n'est qu'un enfant qui peut croire que le coq serait encore en vie. Dès lors que le corps est ici, la tête de l'autre côté, c'est une conséquence logique que la vie n'est plus là, c'est un corps sans vie. Donc c'est une conséquence logique. Aujourd'hui, ce n'est pas de la mathématique, Kamanga. 1 plus 1 donne 2. 2 plus 2, 4. Non. Il s'agit de la vie des nations. Il s'agit des stratégies. Il s'agit des processus. Parce que ces gens-là aimeraient y rester.
Ils sont en train de partir, ils sont en train de bouder, mais ils seront obligés de partir. Donc, ce n'est pas automatique. Et d'ailleurs, nous avons encore appris qu'il y a eu du populicide. On est en train de tuer encore des gens, plus ou moins une quarantaine de gens. C'est un carnage, des massacres de populations civiles. Tout ça, c'est pour se donner de la valeur. Justifier leur présence. Tenez compte de nous, parce qu'ils ont raté les trains, malheureusement. Lorsqu'on parlait de dialogue, de discussion au niveau de Luanda, on a appelé le M23 FC, ils ont boudé. Et le fait qu'ils ont traîné, ils ont raté ces trains-là aujourd'hui. Nous traitons face au Rwanda, aux États-Unis, avec l'accord de Washington. En diplomatie, on dit ceci. Lorsque vous ne faites pas partie de la table de négociation, c'est que vous faites partie du menu. Et dans le menu, ce sont des éléments à consommer. Donc, ils refusent d'être le plat à consommer. Il fallait faire partie de la table des négociations. Ils ont raté les trains de Luanda. Voilà pourquoi la brèche du dialogue de Doha, donc l'accord de Doha. Donc c'est une brèche ouverte, juste pour des raisons humanitaires, tenir compte de quelques Congolais, quelques personnalités qui ont trahi la nation par peur de la peine de mort. Ils sont en train de se poser la question, mais finalement le Rwanda et la RDC s'entendent à Washington. Quel est notre sort? En regardant Kagame en face, vous nous aviez utilisés. Maintenant que vous êtes en train de vous attendre là-bas, là aussi, avec la justice congolaise qui aime bien finir par la peine de mort. Quel est notre sort? En fait, c'est cela la vraie question qui a ouvert la voie de Doha pour permettre à ce que ces quelques Congolais, nos compatriotes qui ont trahi la nation, puissent se trouver une vie sauve. Mais alors maintenant, Marcel Panzou, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS Kibasa. Vous êtes ambassadeur de la paix. Dans les deux contextes de l'accord de paix de Washington à la déclaration de principe de Doha, en attendant bien sûr la signature d'un accord final à Washington qui attend le pourparler de Doha, comment voyez-vous le désel de Washington jusqu'au niveau de Doha, Qatar? Je vais vous dire ceci, en vous regardant droit dans les yeux. Le processus au niveau de Washington, d'ici, ça c'est la voie proposée, en tout cas, si pas proposée, souhaitable et souhaitée par la République démocratique du Congo. Parce que rappelez-vous, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'avait dit que finalement, s'il faut discuter, je discuterai avec le président rwandais, parler entre États, discuter entre États, et non les instruments. Ah bon, ouais, voilà, pour ne pas revenir sur les termes utilisés. Je ne vais pas discuter avec les instruments rwandais. Je dois discuter avec celui qui utilise, l'utilisateur des instruments. C'est cela qui nous a amenés vers les États-Unis. Et les États-Unis ayant compris que le président avait raison, au lieu de discuter, de résoudre le problème de la fièvre, calmer la fièvre, il faut s'attaquer à la maladie. Parce que la fièvre n'est que symptôme d'une maladie. Donc, chercher la vraie maladie, c'est cela même le rôle d'un vrai médecin. Lorsque vous vous trompez de la maladie, vous risquez de vous attaquer, vous allez perdre le temps à vous attaquer à une maladie qui n'existe pas. La vraie maladie va continuer. Et la personne va demeurer malade. Et si vous ne vous tenez pas bon, la personne mourra. Donc, en vrai médecin, le président avait identifié la vraie maladie qu'on appelle les diagnostics. Et le principe de la sémiologie vient renforcer en disant que après tout diagnostic, on propose un remède. En l'absence d'un diagnostic, on ne peut pas procéder à un traitement antibiotique. Ça, c'est le principe de la sémiologie en médecine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous souhaitons aller finir l'affaire avec l'accord de Washington d'ici. Maintenant, la voie de Doha, ça c'est... vous donnez à ça? Écoutez, je reviens. Je vais toucher à votre question, aux entrailles de votre question. Ça veut dire que la voie de Doha, c'est le souhait qui vient fraîchement de Kagame. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, aujourd'hui ça nous fait 3 décennies, Kagame a toujours dit que l'élément principal
qui constituent les conflits à l'est du pays ne concernent que les Congolais eux-mêmes. Et que nous, les Rwandais, nous ne sommes pour rien. Ça, c'est Kagame qui parle. Donc, tous ceux-là qui disent que les conflits à l'est, là, il s'agit, c'est entre nous, Congolais, on doit se réunir, dialoguer, un dialogue inter-congolais. En fait, ce sont des gens qui soutiennent la thèse de Kagame. Donc, en allant dans le fond, dans la profondeur de cette prise de position, peut-être par ignorance, mais nous sommes en train de laver Kagame en lui donnant raison que l'affaire des conflits à l'Est ne concerne que des Congolais eux-mêmes. Mais pas de quoi. Dans la diplomatie, dans la négociation, il y a des concessions à faire. Nous avons accepté d'aller quand même à Doha, sachant que c'était le schéma proposé par Kagame. Parce que là, Kagame croise les bras en disant, vous voyez, donc ils sont en train de négocier, ils sont en train de discuter entre les Congolais à Doha. Donc je vous ai toujours dit que le Rwanda n'est pour rien. Vous voyez la logique. Mais bon, nous sommes quand même allés. Et on a arraché ce qu'on a appelé, voilà, les principes, tout ça, pour nous amener à un accord. Parce que c'est dans les soucis de ramener tout le monde, de recoller les morceaux. Mais alors, Marcel Panjou, vous avez parlé ici que dans les négociations, il y a des concessions à faire de part et d'autre. Exact. Vous avez parlé même de certains Congolais, des fils égarés, qui est peut-être à l'issue, pour parler de Doha, entre autres, il y a des conditions posées par le Rwanda, l'arrêt de poursuite contre certaines personnalités. Et si jamais cela arrivait comme tel, comment vous voyez aujourd'hui que certains fils du pays égarés reviennent au pays et que toute poursuite judiciaire soit arrêtée? Bon, écoutez, moi je me dis, vous savez, en droit, il y a un certain nombre de principes. Le droit, malheureusement ou heureusement, peut permettre la commission de certaines infractions pour sauver quelque chose de beaucoup plus supérieur. Je donne un exemple. Est-ce que vous savez qu'entrer sans l'autorisation, sans le consentement du propriétaire de la maison, ça s'appelle violation à domicile? Ça, c'est le principe. Mais dans l'exception, une maison fermée, avec un enfant dedans, il y a incendie. Vous n'allez pas attendre que le propriétaire ramène la clé. Vous allez briser la porte, entrer par effraction pour sauver une vie. Donc à ce moment-là, l'infraction de la violation à domicile, parce que vous êtes entré là-bas sans l'autorisation et le consentement du propriétaire de la maison. Mais l'objectif, c'est ce qui crée l'exception. C'est de sauver une vie à l'intérieur, d'un bébé, d'un enfant qui pleure parce qu'il y avait incendie. Ça veut dire, on va accepter certains Congolais qui ont tué, pillé, violé, puis ils reviendront au nom de la paix. Bon, si au nom de la paix, si cela peut nous ramener à mettre un point final aux morts qui s'ensuivent en termes d'une série, au lieu de continuer, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours, ils sont animés de ça, leur façon d'agir, ce qu'on appelle le modus operandi, ils tuent sans calculer. Nous avons quelque chose à perdre. Rappelez-vous, quelquefois, le président honoraire Joseph Kabila nous a dit ici, Moumemimaki Abundakate. Alors c'est vrai que c'était à sa tonalité, Moumemimaki Abundakate. Bon, tout ça, le fond c'est que le Moumemimaki, quand vous portez les œufs, c'est un peu comme la théorie du serpent sur les œufs d'une poule. Est-ce qu'il faudra le brutaliser au risque de casser les œufs? Donc il faut venir avec des tacts, chasser les serpents, peut-être en quittant les œufs, que vous pouvez les brutaliser avec un bâton et tout. Donc aujourd'hui, la République, le président de la République a tout intérêt de préserver les vies. Parce qu'une seule vie d'un Congolais coûte beaucoup pour nous. C'est-à-dire une perte d'une vie, c'est une perte pour la République. Mais eux là, ils massacrent sans calculer. Ce sont des rebelles, non? Ce sont des gens, et c'est dans leur zone de confort, tuer les Congolais. En fait, c'est pour renforcer leur existence que nous sommes là, tenez compte de nous. Donc, entre ces deux réalités, je crois que la République, en toute responsabilité, on a intérêt de préserver les vies. Alors si, dans les calculs, dans les donnants-donnants, on nous dit, voilà, il faut pardonner à ces gens-là. Je crois, en tout cas, je vous l'ai dit comme un homme tout à fait rationnel,
que, voilà, je vous ai dit, il y a des concessions. C'est à partir de là qu'on a tenu compte des cas par cas. Mais alors, Et c'est même la diplomatie pour nous, quelque part, lorsqu'on a dit qu'on ne va pas prendre cela comme si c'était de manière globale, de manière grossiste. Nous allons partir en détail. On va agir en détaillant, ça veut dire, on a parlé de cas par cas, on va traiter les cas de personnes cas par cas. C'est à partir de là qu'on pouvait toujours apprécier si ça peut nous ramener effectivement à une paix durable en mettant un point final par rapport au massacre, aux victimes que nous comptons, que nous continuons à comptabiliser jusqu'à ces jours. alors une sorte de favoriser l'impunité. Les auteurs de crimes blanchis Non, écoutez. ils reviennent en héros. Bon, voilà. Maintenant, la plus grande question, continuons-nous à avancer tel que nous avançons aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, nous comptabilisons les morts. Vous voyez, on ne le fait pas avec une façon d'encourager. Je vous ai toujours dit que la justice a d'abord, premièrement, un caractère pédagogique. C'est-à-dire, lorsqu'on apporte la justice, c'est pour enseigner. Et on enseigne les autres à travers la personne qu'on condamne. Nous sommes face à la réalité. Moi, je ne vais pas être un leader d'opinion qui vient ici, commencer à tromper les gens, et écoutez, voilà, il faut seulement qu'on fasse ceci. Non, on ne peut pas pousser la République, pousser les autorités en continuant à commettre des erreurs. Nous devons nous regarder en face et dire la vérité. Aujourd'hui, c'est un fait. Rappelez-vous, nous sommes arrivés à 1+4 comment? On a créé un gouvernement monstre qui n'a jamais existé, une première expérience au monde, avoir un président et 4 vice-présidents. C'était vraiment en dehors de notre disposition constitutionnelle. Et on a créé une jurisprudence. C'était comment? Parce qu'il y avait des belligérances. De l'autre côté, Bembalaba a avancé, Roubero de l'autre côté avec RCD, qu'on sort, bon voilà, le gouvernement en place, bon qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Mettons-nous autour de la table, bon voilà, on crée 1+4. Donc c'était une réalité d'hier. Aujourd'hui, nous sommes face à cette réalité. On ne doit pas continuer à encourager le mal, certes. Maintenant, c'est au gouvernement de voir comment résoudre le problème et mettre en place un mécanisme définitif pour que les récidivistes se découragent. Mais aujourd'hui, rappelez-vous que l'opinion voit. Nous sommes en train de voir. Et la population congolaise n'est plus une population congolaise que les gens qualifiaient de naïve. Donc les gens sont en train de voir que voilà, tel a fait ceci. C'est pas parce qu'il était énervé. Parce qu'on aurait pris Tekare Minier, tu es allé faire la rébellion pour tuer les Congolais. Les gens sont en train de voir. Ils ont utilisé le terme libérer, libération. Mais les gens qui libèrent, mais à chaque jour, chaque matin, midi et soir, on tue les Congolais. Mais ils voient. Donc c'est parce que vous avez faim. Donc pour vos intérêts du ventre, vous êtes en train de tuer vos compatriotes. Et l'opinion se voit. Quand on va se calmer, on va se mettre tous autour de la table, avec ces pardons qui pouvaient être des pardons diplomatiques. Mais est-ce que la population va pardonner ces gens-là? Parce qu'ils seront toujours, ça je l'ai dit, tôt ou tard, ils seront sanctionnés. Je parle des sanctions politiques comme des sanctions électoralistes. Alors Marcel pense aujourd'hui, au regard de l'évolution de la situation, est-ce que le gouvernement congolais doit-il continuer à compter que sur la diplomatie? Il faut aussitôt songer quant à la réorganisation de l'armée. Mais ça, c'est une nécessité. Ça, c'est une nécessité. Écoutez, je ne sais pas, je crois quand même l'article 8, si je ne m'abuse, de la charte américaine, tout ça. Donc, toute négociation, c'est-à-dire, les Américains commencent toujours par des négociations. Lorsqu'une négociation ne tient pas à sa solution satisfaisante, on fait recours à la violence. C'est mentionné, c'est écrit, c'est codifié. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous devons avoir une force pour la dissuasion et pour marquer notre présence. Donc ce qui nous a amenés là-bas, c'est parce qu'effectivement, nous avons accusé des failles. Notre armée a accusé des failles. Et ces failles-là se justifient aujourd'hui avec ce mixage, brassage qu'il y a eu dans la méthodologie, dans le modus operandi de Kagame qui a infiltré notre armée avec des dialogues, des façades de dialogue, et puis voilà, mixage, on insère des infiltrés, ça nous a fragilisés. Et c'est par rapport à ça que nous tenaient par des cornes. On ne savait pas bouger parce qu'à un moment donné, Kagame nous a saisis par nos cornes. Qu'est-ce qu'il y a dans notre armée? On doit aujourd'hui, nous avons cette occasion de rebondir
avec l'accord avec les États-Unis, en mettant un point final à l'insécurité, en avançant avec l'accord économique que nous aurons, ce qui n'est pas encore signé avec les Américains, nous devons nous ressaisir pour réformer notre armée. C'est vrai que pour avoir une armée dissuasive aujourd'hui, forte et capable de s'assumer, il nous faut pratiquement 20 ans, mais on va avancer. Mais alors, parce que vous avez évoqué cette affaire de l'accord économique avec les États-Unis, mais certaines langues estimeraient que l'on serait en train de mettre nos minerais en pâture, En bradage, au nom de la paix. C'est dire, autrement, ils disent que la RDC en position de faiblesse par rapport à la paix risque de tout donner aux États-Unis pourvu que la paix revienne. Bon, écoutez, j'aime toujours aller aux extrêmes. Aller aux extrêmes d'une pensée. La situation actuelle profite à qui? Aujourd'hui, avec l'insécurité à l'Est, avec une partie amputée de notre pays, la situation actuelle profite à qui? Bon, en fait, c'est vrai, j'ai pris votre parti, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. En fait, la réalité, c'est que, au lieu d'avancer, je vous ai dit, je vous ai soulevé ici le principe de la sémiologie. Lorsque vous diagnostiquez, vous devez avoir la proposition du remède. Hein, il ne faut pas venir dire, mais écoutez, tu souffres de typhoïde, mais bon, il faudrait que je prenne quel produit, je ne sais pas. Ah bon. Je sais que c'est la malaria, mais je ne sais pas les produits à vous donner. Ah, non. Alors, à ce moment-là, vous êtes un médecin, un fanfaron. C'est-à-dire, il faut savoir diagnostiquer et au retour proposer des remèdes. Toute la classe politique aujourd'hui, même la classe civile, disons, que j'appelle la société civile, aujourd'hui, nous étions en face d'une réalité. Le président, à un moment donné, a appelé toute la crème, les gens qui réfléchissent, proposer. Il n'y avait pas de proposition concrète. Bon, négocier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que il faut qu'on mette fin d'abord, arrêter l'hémorragie et voir comment nous organiser. Parce que déjà, la situation actuelle ne nous avantage pas. Nous perdons. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, sans pour autant aller dans le sens mathématique de préciser le pourcentage souhaitable, mais je me dis, même si c'est les 10%, même si c'est les 15%, 20% ou 30% que nous aurons, c'est à nous de nous organiser. Je ne dis pas, je ne suis pas ici en train de vous dire que cela va m'enchanter que nous ayons 10. Mais je vais aux extrêmes en disant, même si c'est les 10 là, c'est à nous de nous organiser. Parce que même ces 10 là, aujourd'hui, nous n'avons pas ça. Nous sommes assis sur la richesse, nous avons nos minéraux, mais qu'est-ce que nous en faisons? C'est que selon vous, aujourd'hui, il faut négocier par la grande porte gagnant-gagnant, au lieu que les minéraux soient bradés par les rebelles avec les multinationales. Oh oui, naturellement, il faut passer par la grande porte. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je crois même que nos diplomates, ceux qui sont la machine diplomatique, est allée négocier avec Trump dans ce sens-là. Sans ça que le Messie aime bien aussi quelques principes bibliques. On lui a ramené cela. Au lieu de continuer à prendre des choses à vil prix à travers le Rwanda que vous utilisez, les biens que vous ayez, que vous prenez à vil prix, mais connotés par le sang des Congolais qui meurent chaque matin, midi et soir. Vous pouvez venir par la grande porte et avoir négocié, on va balancer sur les prix. Mais apparemment, le Rwanda n'est pas prêt à libérer la partie Est. Mais naturellement. Le M23, l'AFC parle plutôt mais de l'expérience du fédéralisme. C'est un délogement. Oui, mais écoutez, à Doha, la délégation de l'AFC M23 propose d'abord expérimenter le fédéralisme. C'est une réaction, Kamanga, c'est une réaction normale. Quelqu'un qui est habitué à vivre dans sa zone de confort, on vient vous déloger. Et c'est un délogement forcé. Voilà pourquoi je vous ai dit, lorsque vous avez posé la question, est-ce qu'il va exécuter des bonnes foi? Je vous dis non, il est obligé parce qu'il y a une épée de Damoclès. Les contraintes. Il y a une contrainte américaine, entre nous soit dit. Les Américains entendent qu'il y ait la paix pour faire affaire. Hein? Cet accord économique qui est en attente, qui est dans la salle d'attente. Parce que c'est un préalable, la paix est un préalable. C'est-à-dire, ils pressent, les Américains pressent qu'il y ait la paix à l'Est pour qu'on traite affaire. Maintenant, toi, tu vas venir bouder, tu vas continuer à créer de l'insécurité. Gogo. Alors, Marcel pense aujourd'hui, pendant ce temps, en interne, les langues persistent et signent, il faut un dialogue national, inclusif. Bon, là encore, c'est un film déjà visualisé.
Hein, on nous amène souvent dans les films déjà vus, dès le début du film, hein, on comprend ça va se finir comme ça. C'est comme si on nous montrait le film de Titanic, on sait que Jacques va mourir. Hein, il s'appelait Jacques, je crois. Hein, Titanic, là, le gars qui est mort à cause de la dame. Là. C'est-à-dire que tout le monde sait, dès le début du film, que ça va finir comme ça. Ce sont des processus, malheureusement, qui acquisent ce qu'on appelle les appétits gloutons. Même avec les confessions religieuses qui se sont impliquées. Mais attendez, vous avez vu attendez. les CC. Je ne vais pas revenir sur le discours de Jean-Pierre Bemba ici. Et l'église de Reveil. Non, je voulais pas alléguer les propos de son Excellence Jean-Pierre Bemba ici, qui a identifié toutes ces robes-là au service de la politique, tout simplement parce que dans les jours à venir, on le verra aussi battre campagne pour se faire élire dans un coin ou dans un autre. Mais en fait, la réalité, c'est quoi? C'est vrai, ils peuvent être animés de bonne foi, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Parce que la République démocratique du Congo était en face d'un conflit. Et ces gens-là sont allés, et à peine parce qu'il y avait des services qui réclamaient, qui sont rentrés pour faire rapport au chef de l'État. Ils ont des choses qu'ils maîtrisent, dont le chef, vous menez une action dont on ne vous a pas envoyé, mais et puis par la suite, non, nous sommes allés le voir, c'est par rapport... Non, on n'arrache pas la volonté du chef. Mais quand même, l'idée d'un dialogue national inclusif n'est pas en soi un péché. Non, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Pourquoi ça fait mal lorsqu'on évoque cela sous la médiation Non, ce n'est pas que ça fait mal. Sous la médiation des pères spirituels. Non, ce n'est pas que ça fait mal. C'est-à-dire qu'il faut seulement arriver à choisir les haricots. Enlever les mauvaises graines. Et tout ça de pierre, tout ça, rester avec les haricots pour préparer. C'est cela. Et qu'est-ce que faire vous la part des choses. Qu'est-ce que vous parce que le dialogue, dans notre façon de faire habituellement, nous sommes habitués de nous regarder en face, entre opposants, tout ça, d'essayer de la majorité, la société civile, parler de nos histoires internes. C'est-à-dire, lorsque ça ne va pas, les infrastructures aujourd'hui, par exemple, à Kinshasa, un cas particulier, les embouteillages et consorts, il y a des chantiers partout. Lorsque le taux n'est pas stabilisé, lorsqu'il y a des problèmes de la scolarité, il y a beaucoup de soucis que nous avons en interne, dont nous pouvons discuter autour de la table. Maintenant, là où il faut faire la part des choses, lorsque les gens arrivent à mélanger et les pondous et le matembele, ensemble, dans une même casserole. C'est-à-dire qu'en confondant, que les problèmes que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, l'insécurité qui se vit à l'Est, serait du fait que il faut qu'on n'arrive pas à dialoguer entre nous Congolais. Non. Il faut d'abord arriver à faire la part des choses. C'est-à-dire l'insécurité à l'Est, il s'agit de l'agression d'un pays étranger. Ça, c'est la part des choses. Et nos problèmes internes sont des problèmes quotidiens que nous avons toujours. Ça, c'est de un. Oui. Et là, de deux. On revient maintenant sur le dialogue. C'est vrai. Après avoir trouvé des solutions de paix, de pacification et consorts, pour voir de laquelle manière qu'on peut regarder tous dans la même direction, même si ce n'est pas ce qu'exige la démocratie. La démocratie exige plusieurs regards. C'est-à-dire le dénominateur commun c'est le Congo, mais au numérateur il y a plusieurs regards, il y a plusieurs réflexions. Je ne suis pas obligé de partager les mêmes points de vue que vous. Et la beauté même de la démocratie réside dans la diversité d'idées. Tu comprends? Donc aujourd'hui, on ne peut pas, au nom de l'Union nationale, on va ramener tout le monde, on nous mélange tous et nous commençons à regarder sur la même direction. Personne n'aura le temps de vous dire, de vous interpeller, de vous dire, écoutez, vous allez dans la mauvaise direction. Non. On peut toujours être là, voir comment on peut avancer, c'est vrai, pour essayer d'atténuer, surtout réduire la marge de manœuvre par rapport aux divergences, en rapport avec nos intérêts personnels. Mais là aussi, j'apprends les chefs de l'État pour essayer de nous éviter à un film déjà visualisé. On parle déjà d'un gouvernement avant même que ce dialogue-là n'arrive. Bonne chance à cela. Alors, Marcel Panzou, nous tendons vers la fin de ce magazine Direct Grand Débat. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS Kibasa. Ouais. Vous êtes ambassadeur de la paix. Exact. Nous allons parler avec vous sur ces titres-là, ambassadeur de la paix à la fin. Ouais. Mais alors, pendant ce temps, vous avez suivi le point de presse du M23 FC qui estime que c'est inévitable qu'il y ait la paix sans Joseph Kabila, qu'il y ait dialogue avec l'absence de Joseph Kabila. Non, mais écoutez, tout ça, ça vient renforcer les points de vue de ceux qui pensent que depuis la nuit des temps, c'est une créature de Joseph Kabila.
Donc, ce sont des gens, c'est un groupe créé par Joseph Kabila, et c'est normal qu'il ne puisse alléguer ces points de vue-là. Alors, comment Mais dans la vie d'une nation, pour rester dans la rationalité, il n'y a pas de gens qui doivent être indispensables. Parce que déjà, vous savez, le principe qui dit que les hommes passent et les institutions restent. On ne peut pas renverser ces points de vue. Parce que leur point de vue veut donner l'impression que ce sont les institutions qui doivent passer et que les hommes doivent rester. Non, c'est renverser la pyramide. Les hommes passent. Nous avons du mal à apprendre à tourner les pages. Excusez-moi de le dire, c'est peut-être un problème culturel ou quoi. Il faut peut-être qu'on nous désenvoûte ou quoi. Je ne sais pas. C'est-à-dire que nous devons avoir un esprit évolutif. Joseph Kabila, moi je ne suis pas de ceux qui sont en train de noircir son tableau totalement. Parce que l'homme est à la fois noir et à la fois blanc. C'est-à-dire, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Il a fait son temps. Je ne veux pas entrer dans ces détails-là pour commencer maintenant à analyser à fond, puisqu'il a fait ce qu'il a fait, il est parti. Et nous devons être au niveau de considérer que Joseph Kabila est parti et c'est à lui de créer une autre personne. Ça pouvait toujours être lui, mais à travers une autre personne. C'est cela la démocratie. Alors, pour nous séparer avec vous, de quel œil voyez-vous la fin de ce procès de Joseph Kabila devant la haute cour militaire? Bon, le procès de Joseph Kabila, je crois que la justice a emprunté la voie de la pédagogie. Ça veut dire, c'est pour que l'opinion comprenne que la loi doit rester au-dessus de tous. Je me dis, à travers son statut d'un sénateur à vie, c'est quelqu'un, pour ne pas faire un petit pas en arrière, donc c'est quelqu'un qui devait rester très calme et faire partie des sages de la République. Entrer dans le panthéon des sages de la République. Un sénateur à vue. C'est un titre à la fois honorifique et pratique parce qu'il peut aller siéger au Sénat. Apporter de son expérience, mettre cela au service de la nation. Donc il ne pouvait plus être dans les bourdonnements, il ne pouvait plus être dans le show. Montrer sur la scène de piste. Danser pour exhiber des danses, pour faire apprécier. Non, ce n'est plus son rôle. C'est de pousser les gens, c'est pousser les autres. Mais il est allé s'allier aujourd'hui, et il est allé même porter sa charge, prendre ses responsabilités, s'assumer que c'est lui le vrai commanditaire. En conclusion, cette forme de trahison, il faut que ça soit découragé. Et je crois que la justice, en ouvrant ce dossier, en s'attaquant à lui, en le substituant à un justiciable, c'est pour nous enseigner, nous autres, que demain, nous n'avons pas à aller faire la rébellion, nous n'avons pas à initier des rébellions, nous n'avons pas à adhérer dans une rébellion. Il faut rester dans les principes démocratiques. Les pouvoirs, il y a des voies pour avoir ces pouvoirs-là. Donc, aujourd'hui, je demande à Joseph Kabila de mettre fin à son rêve d'antan, qu'il a toujours animé. Parce qu'il est nostalgique au moment où ils sont entrés ici avec des bottes en caoutchouc. Et ce moment-là est révolu. C'est vrai, il est nostalgique, il veut reprendre la même prouesse d'hier avec l'AFDEL. Mais ce moment-là est passé. Et je demande aux juges d'aller jusqu'au fond de l'analyse, jusqu'au fond des enquêtes et qu'ils arrivent à dire les droits. Dire les droits, pas forcément pour s'attaquer à la personne de Joseph Kabila, mais aussi pour nous enseigner, nous les Congolais, les citoyens congolais qui restons. Ça veut dire que nous devons faire attention parce que la chose du reste public mérite beaucoup de considération et de respect. Marcel Panzou, nous vous remercions. C'est à moi de vous remercier. C'est la fin de ce magazine direct Grand Débat qui a reçu ce jour Marcel Panzou. Il est cadre de l'UDPS Kibassa, ambassadeur de la paix. Le prochain invité sur vous, à chacun, à vous tous, excellente suite de nos programmes et à plus.